Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut, je suis bénévole au sein de l'équipe de programmation de la base. Et merci d'être là pour cet événement intitulé Ma base des multinationales sur l'enseignement supérieur. Avant de commencer, je vais vous faire une présentation rapide de la base. Alors la base a été créée en mars 2019 avec un objectif: accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi un bâtiment situé au 31 rue Bichat à Paris. Dans les étages, il y a des bureaux, des salles de réunion, des espaces de stockage disponibles pour les organisations qui s'occupent d'écologie et de justice sociale. Ainsi, elles peuvent agir pour faire émerger un monde plus juste, plus solidaire et plus soutenable. Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un bar associatif ouvert au public qui accueille plusieurs fois par semaine, habituellement, des événements en entrée libre, des conférences, des tables rondes, projections, films, formations, célébrations, etc. Et ce bar est d'ailleurs la source principale de revenus du lieu. Euh, mais comme vous vous en doutez, en raison de la crise sanitaire actuelle, le lieu ne peut plus accueillir d'événements publics à l'intérieur. Le bar est désormais ouvert en extérieur et quelques événements peuvent se tenir. Distribution actuellement de collecte distribution et collecte de nourriture et autres, ateliers de fabrication de masques, mais sans possibilité d'accueillir des conférences comme celle-ci. Sauf que la base, c'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté qui continue à se mobiliser malgré la distance. On vous propose depuis le début du confinement maintenant des événements en ligne pour se former et échanger sur la situation actuelle, le climat et la justice sociale. On est persuadé que c'est en préparant et en agissant dès maintenant qu'on pourra changer le système. Dès maintenant, on vous appelle à venir à la base pour devenir bénévole, rejoindre une organisation et continuer à suivre des événements. En tant que porte d'entrée vers l'engagement et le soutien logistique à des dizaines d'organisations, la base a un rôle important dans l'émergence du monde d'après. Aujourd'hui, pour soutenir la base en cette période difficile et surtout pour nous permettre de continuer à agir, on vous invite à faire un don à la base sur le site labase.paris/don. Vous pouvez retrouver le lien sur la description des vidéos. Merci d'avance pour votre participation, sans laquelle rien de tout cela ne serait possible. Voilà, je laisse maintenant la parole à Mathilde qui va vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde en ligne. Et j'en profite pour remercier encore une fois la base pour nous permettre d'organiser cette table ronde et de vous enjoindre fortement à vous rendre à la base sur la magnifique terrasse qui est dressée pour soutenir ce QG de la mobilisation pour le climat et la justice sociale. Donc aujourd'hui, le thème de cette table ronde, c'est les multinationales qui font main basse sur l'enseignement supérieur et en réponse, la contre-attaque des étudiants qui s'organisent. Donc moi, je suis Mathilde, militante aux Amis de la Terre. Et ce soir, nous sommes donc en présence de 3 intervenants-intervenantes. Donc Élise Muller de PSL Contre-Attaque, Déliane Edelkou de Sciences Po Zéro Fossile et Mathieu Leken de Polytechnique n'est pas à vendre. Donc cette soirée est organisée à la fois co-organisée par ces 3 organisations et en soutien les Amis de la Terre et Greenpeace. Donc cette table ronde, elle est importante parce que elle arrive donc au lendemain de la publication d'un rapport des Amis de la Terre sur la prolifération des activités de lobbying des multinationales et des industries les plus polluantes pendant la crise sanitaire. Elle se situe aussi 2 mois après une action conjointe de Greenpeace, des Amis de la Terre et de Action Climat Paris pour protester contre l'implantation de Total au cœur du campus de Polytechnique. Et on va s'intéresser aujourd'hui surtout à une pratique de plus en plus utilisée par les multinationales polluantes, celle de l'emprise sur l'enseignement supérieur pour influencer le contenu des enseignements, les sujets de recherche, entrer en contact avec les futurs décideurs et verdir leur image. Parce qu'en fait, ce genre d'initiative, c'est une forme de légitimation sociale et politique pour ces multinationales qui visent, ce faisant, d'éluder des questions liées à leurs activités sociales et environnementales qui sont problématiques, comme on va le voir. Donc, tout d'abord, pour commencer, une première question que vous pourriez, à laquelle vous pourrez répondre tour à tour. Quel est votre collectif et contre quoi luttez-vous? Pour commencer, Élise, par exemple. Donc du coup, moi je fais partie du collectif PSL Contre-Attaque.
Donc il y a un collectif qui s'est formé l'année dernière suite à l'annonce de la création d'une licence qui s'appelle Licence Sciences pour un monde durable et impact positif, et donc a été annoncée par une vidéo de promotion sur YouTube par donc le président de l'université PSL et aussi le mécène de la licence qui est la banque BNP Paribas. Et donc ce qui était pour nous extrêmement problématique, parce que la banque BNP Paribas est connue pour être une banque très polluante. Donc notamment, c'est une banque qui finance massivement les énergies fossiles, qui aussi a d'autres méfaits à son actif, comme la fraude fiscale ou aussi des accusations de complicité de génocide. Et donc ça nous paraissait très, très dangereux en fait, d'associer ce mécène à une formation qui, comme son nom l'indique, est une formation sur le développement durable. Et donc, c'était déjà pour nous, pour la BNP, une opération de greenwashing, et ce qui lui permettait de redorer son blason pas très glorieux. Et aussi, en fait, c'est problématique en soi par rapport au mécénat. C'est-à-dire qu'avoir un mécène pour une formation, ça met la formation dans une situation de dépendance par rapport à ce mécène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assurance de la pérennité des fonds, et donc les enseignants comme la formation dépendent du bon vouloir du mécène. Et donc c'est le fait que la BNP Paribas soit une entreprise très polluante et le fait que la formation soit dépendante du mécène, ça a créé en fait une très forte mobilisation, au sein des étudiants de PSL et aussi du personnel et des enseignants-chercheurs. Mais en fait, une autre chose, c'est-à-dire qu'on lutte aussi parce que pour nous, la licence BNP, c'est pas seulement un cas isolé comme ça d'une université qui a tout d'un coup cédé à la pression de cette multinationale. C'est aussi l'aboutissement et puis un jalon en fait supplémentaire d'une mutation et d'une transformation voulue par les dirigeants de l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que ça fait partie en fait comme le disait Mathilde, de tout un tas de nouvelles formations qui sont caractérisés déjà par des financements qui ne sont plus des financements publics par l'État, mais des financements par des mécènes, enfin au moins en partie par des entreprises privées, et qui aussi sont des formations qui sont décidées en dehors de la collégialité universitaire. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, la formation a été annoncée par une vidéo promotionnelle sans que les conseils de l'université, notamment le conseil d'administration, les conseils scientifiques soient au courant, ni même que les enseignants-chercheurs soient consultés. Ils n'étaient même pas au courant de l'existence de cette formation. Et en plus, les détails en fait, des accords qui lient la BNP à l'université sont très, très opaques. Et donc, pour une autre chose qui n'est pas surprenante pour nous, c'est que ce type de formation émerge au sein de PSL. Donc, PSL, qui est dit donc l'université PSL, c'est pas vraiment une université, c'est un regroupement d'établissements, donc qui comporte des grandes écoles comme l'ENS, l'école des mines ou alors l'université Paris-Dauphine. Et donc qui promeut cette modification de l'enseignement supérieur. Donc, et avec pour but principal, donc c'est pas une question, ça n'avait pas été créé par une proximité géographique ou une connivence scientifique entre les établissements. L'idée, c'est d'arriver à modifier la gouvernance universitaire, c'est-à-dire d'avoir des grands établissements très compétitifs et très visibles aussi à l'international, et qui en fait, ça va permettre d'avoir aussi une nouvelle gestion, et qui en fait a pour effet d'accentuer la précarité et les inégalités entre les universités, les enseignants et les étudiants. Et donc PSL est aussi très investi en fait dans ces nouveaux modes de financement par le privé. Et donc c'est-à-dire que basculer en fait d'un financement public à un financement par des partenariats avec des entreprises et le mécénat. Et donc du coup, en fait, pour le collectif, la licence BNP, c'était la vitrine du projet de PSL, et ce projet en fait primait semble primer sur l'idée de faire une formation de qualité ou les intérêts des étudiants, parce que on tient aussi à préciser que ça s'appelle licence pour un impact positif, mais c'est pas une licence, c'est un diplôme d'établissement, donc qui a priori peut être beaucoup moins reconnu. Donc voilà pour une première présentation du collectif. Et
Et après, sinon, en fait, pour décrire vraiment ce qui s'est passé lors de la mobilisation, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs axes. En fait, on voulait déjà faire une contre-communication pour contrer en fait le greenwashing de la BNP et que les enseignants et les étudiants de PSL ne puissent pas servir aux intérêts de cette banque polluante. Donc, on a fait de la communication interne à l'université PSL et aussi on a réussi à rédiger quelques communiqués de presse qui ont été assez utiles. Et ensuite, donc en fait, l'idée, c'était d'arriver à communiquer en fait sur les problèmes de cette licence et à ce que personne au sein de PSL ne coopère à sa création pour que cette licence n'ait pas lieu. Et donc ce qui a réussi l'année dernière, c'est-à-dire que la licence était prévue pour la rentrée 2019 et elle a été reportée et elle doit ouvrir là à la rentrée 2020. Et donc un deuxième volet des actions qu'on mène, c'est aussi d'arriver à lutter contre l'opacité que PSL organise. C'est-à-dire que cette année, par exemple, il n'y a aucune mention du mécénat de la BNP sur la présentation de la licence. Donc les étudiants ne sont même pas au courant que leur formation est financée par la BNP et où s'en rendre compte très tard, notamment par les articles qu'on a publiés. Et en fait, on a aussi très peu d'informations sur les termes exacts du contrat avec la BNP et ni par exemple les montants du financement. Donc, ce qui est aussi très problématique. Et donc, on essaye de faire pression et d'avoir des informations d'un point de vue aussi purement administratif. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Peut-être Delia maintenant. Du coup, moi, je m'appelle Delia et je suis membre du collectif qui dirige la campagne Zéro Fossile de Sciences Po, une association qui est en gros dédiée à la lutte pour le désinvestissement de notre institution. En résumé, notre combat contre les financements des industries fossiles date de 2016 et s'est appuyé sur un partenariat avec 350 ans Org France qui nous soutient vraiment depuis le lancement de notre campagne. Du coup, ça fait déjà 4 ans que notre collectif demande la fin du mariage avec Total, en partenariat qui date de 2011 et qui représente à la fois recevoir de l'argent de la part de Total. Bien sûr, c'est pas des chiffres assez faciles à trouver, comme dans le cas de PSL. On a eu beaucoup du mal de savoir exactement de quoi il s'agit, mais grâce à un reportage fait par Reporter, on a appris que, en gros, ces financements représentent 0,1% du budget total de notre école, ce qui est infime. Aussi, Total propose pas mal de stages et des apprentissages aux étudiants de Sciences Po. Il y a des cours dispensés par des membres de Total, en spécial 2 cours proposés à l'école d'affaires publiques dans la section environnement, ce qui est assez ironique. Et bien sûr, des sièges offerts à Total, notamment au conseil stratégique de l'école de droit, qui en gros définit les grandes orientations de cette école et qui sont aussi membres du Centre de recherche international de Sciences Po. Alors tout cela permet à Total d'avoir un regard sur le contenu de certains enseignements au sein de l'établissement. Et plus largement, de notre part, cela permet à une banalisation du financement par l'industrie fossile de l'enseignement public et à long terme, celle de l'ensemble du système d'extraction pétrolière. Alors, nous estimons que ce partenariat conduit à sacrifier un peu l'honnêteté intellectuelle des enseignements de Sciences Po. Et pour nous, les enjeux écologiques sont vraiment trop cruciaux pour autoriser cette manque d'ambition de la part de notre école. Alors, souvent, nos opposés nous critiquent pour défendre une seule cause, mais en réalité, en dehors du fait que notre campagne s'est construite autour du combat contre le partenariat avec Total, notre collectif s'appuie sur des décennies de lutte et de mobilisation pour la justice climatique, bien sûr. Nous sommes solidaires du mouvement global pour le climat et la transition, comme nous sommes solidaires de lutte contre toute forme de domination et d'injustice. Et c'est à cause de ça que nous avons vivement soutenu les grèves et les marches pour le climat ces dernières années, par exemple.
même si ça semble peut-être assez évident, pourquoi on milite finalement contre ces partenariats? Parce que pour nous, les entreprises fossiles externalisent leur coût social et environnemental et l'imposent à l'ensemble des êtres humains. Tous ces dégâts en matière de santé, de biodiversité, de changement climatique, nous le paierons tout à l'avenir. Et prise dans son ensemble, nous pensons vraiment que la société perd beaucoup à laisser l'industrie fossile à continuer ses activités. Alors, il y a un motto que j'aime beaucoup répondre. En gros, au sein de notre collectif, nous pensons vraiment que les entreprises fossiles ont seulement le pouvoir que nous choisissons de leur donner. Alors, pour que Sciences Po reste avec Total et les autres représentants de l'industrie fossile, ça signifie vraiment encourager cette trajectoire actuelle et empêcher même d'autres acteurs durables d'émerger finalement. Comme notre mobilisation date depuis quelques années, il y a pas mal de choses à dire, mais cette mobilisation, elle repose sur vraiment différentes manières d'agir. Au début de notre campagne, nous avons bien sûr lancé une pétition qui était destinée au président de Sciences Po et de la Fédération nationale des sciences politiques pour vraiment mettre fin au partenariat avec Total, qui a réussi de collecter environ 2000 signatures et qui est toujours active. Mais surtout, chaque année, nous organisons des actions de désobéissance civile visant la sensibilisation de la communauté étudiante. Et c'est ce qu'on fait et ce qui marche assez bien, c'est qu'on essaie vraiment de profiter des événements publics tels que la remise de diplômes, de conférences qui réunissent de leaders et externes pour visibiliser notre combat. Par exemple, il y a un moment assez drôle dans le passé, nous avons interpellé Justin Trudeau concernant la construction du pipeline Kinder Morgan qui mettait du coup en danger les droits de peuples autochtones. Bien sûr qu'il n'a pas répondu à la question, mais bon, c'était quand même un moment assez important. Et cette année aussi, nous avons profité de la présence de plusieurs politiciens et journalistes lors du Youth Leaders Summit, où des étudiantes, y parmi une de nos membres, ont tenu un discours devant de centaines de personnes en faveur de notre cause. Et ça a pas mal bougé les choses quand même. Mais pour parler de choses vraiment récentes et assez urgentes à Sciences Po et pour notre collectif, suite aux engagements de Sciences Po, l'école a mis en place une sorte de plateforme qui s'appelle Climate Action, Make It Work. L'objectif étant de vraiment établir une sorte de feuille de route pour la transition écologique de notre université. Et du coup, cette plateforme a donné l'opportunité aux étudiantes de faire des propositions. Et l'administration s'est vraiment engagée à examiner les 4 propositions les plus soutenues. Pourtant, grosse surprise, la fin du partenariat avec Total est arrivée en 3e position et n'a pas été examinée dans le rapport final de ce comité. Et cela pose vraiment un problème démocratique, de confiance et de transparence pour nous. Et ça pose aussi la question de la volonté effective de notre université d'agir au-delà des stratégies de communication, vous voyez. Mais le plus important, je trouve que dans notre combat, et comme dans tous les combats, c'est qu'on n'est pas resté indifférent à tout ça. Et du coup, nous avons eu la chance d'être contactés par un reporter. Et suite à notre collaboration, un article sur le sujet a été publié. Et j'ai trouvé le titre de cet article vraiment génial parce que ça résume parfaitement l'enjeu de notre combat. Sciences Po se rêve écolo, mais copine avec Total. Et du coup, ce soutien a été vraiment important pour nous parce que après, c'était vraiment le moment où les étudiants de Polytechnique, ils étaient aussi en plan mobilisation. Et du coup, il y a des autres médias qui nous ont contactés et qui nous ont inclus aussi. Et pour moi, c'est un point extrêmement important parce que c'est les alliés qui sont le plus important du coup. Ce qui bouge une mobilisation et un combat, c'est le soutien de plusieurs acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Et avant de donner la parole à Mathieu, j'en profite pour vous rappeler, n'hésitez pas à mettre des questions dans le live, à écrire des questions dans le live. Et à partir de 20h à 20h30, ce sera un temps où justement on pourra soumettre vos questions aux intervenants, intervenantes. Et je laisse la parole à Mathieu. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis là pour représenter le collectif qui s'appelle Polytechnique n'est pas à vendre.
Donc moi, je suis un ancien élève de l'école polytechnique, et donc c'est un collectif qui regroupe des élèves et anciens élèves de l'école et qui se mobilise contre l'implantation d'un bâtiment de Total au cœur du campus de l'école polytechnique qui se situe à Palaiseau, au sud de Paris. Donc, en fait, c'est une mobilisation qui est relativement récente. La mobilisation a commencé au mois de novembre 2019, en fait, lorsque la nouvelle promotion d'élèves a pris les rênes de la vie associative. Ils se sont vus annoncer par la direction que Total allait construire un bâtiment. Donc, des travaux allaient commencer juste à 200 mètres des logements des étudiants, et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Et donc, les étudiants étaient assez surpris d'apprendre ça. Donc, ils ont demandé à creuser un petit peu, et donc on leur a annoncé effectivement qu'il y avait un Total qui avait signé avec l'école polytechnique pour créer un centre de recherche. Donc c'est un centre de recherche qui appartient entièrement à Total, hein, pour des chercheurs de Total, qui hébergerait donc 250 à 300 personnes, donc qui serait situé vraiment à 200 mètres des logements des élèves, des amphithéâtres, en face du restaurant universitaire, etc. Avec en plus l'objectif de créer un bâtiment dont tout le rez-de-chaussée serait ouvert pour accueillir des étudiants de l'école, avec des espaces pour qu'ils puissent travailler, une cafétéria pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et en faire un lieu de vie. Le tout pour un terrain qui serait loué pour un bail de 50 ans, en fait, pour une valeur de 50 000 € par an. Donc, ça fait 4 € par an par mètre carré. Donc c'est quelque chose de relativement dérisoire. Donc les élèves qui ont appris ça à ce moment-là, évidemment, ont commencé à se mobiliser un petit peu en interne avec une tribune, une pétition, etc., exprimer leur mécontentement par leurs représentants élus. Il y a eu un sondage qui a été fait sur l'ensemble des promotions des élèves où 60% des gens sont prononcés fermement contre ce projet dans la forme qu'il avait, et 20% étaient indifférents, 20% étaient pour, grosso modo. La réaction classique que vous pouvez imaginer, c'est que la direction s'est dit les gens avaient probablement mal compris, donc ils allaient nous réexpliquer. Donc ils ont fait des informations pour expliquer combien ce partenariat était une chance pour l'école, etc. Et puis il leur a dit que de toute façon, c'était déjà acté, les travaux allaient démarrer dès janvier 2020, et que à la limite, on pouvait rentrer en négociation sur le fait que le logo de Total serait pas trop grand, etc. Et donc ensuite, c'était les vacances de Noël, et je pense que la direction espérait que tout ça allait mourir du fait que de toute façon, il n'y avait rien à négocier, donc tant pis. Et en fait, ils sont un petit peu habitués à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il y a une contestation interne, et puis qu'on leur explique qu'il n'y a rien c'est trop tard, et donc que ça meurt. Sauf que c'est pas ce qui est arrivé. Donc en fait, les élèves étaient assez motivés, et puis se sont donc associés à des anciens élèves qui étaient des associations éventuellement déjà constituées, donc ils sont allés creuser un peu plus loin. La première chose dont on s'est rendu compte, c'est que il y avait vraiment des mensonges dans les informations qui étaient livrées par l'administration, ne serait-ce que sur le calendrier. C'est-à-dire on disait aux gens que les travaux allaient commencer incessamment sous peu. En réalité, le permis de construire avait été déposé, il n'était même pas accepté. Il n'y avait aucune entreprise de BTP qui avait encore été contactée pour faire un devis sur les travaux, etc. Donc déjà, rien que l'argument du calendrier était complètement faux, et en réalité, les travaux n'allaient pas commencer au moins avant 1 an. Ce qu'on a appris aussi, c'est que Total était assez inquiet en fait de voir une mobilisation naissante chez les étudiants, malgré le fait que la présidence de l'école essaye complètement de minimiser le fait qu'il y ait une mobilisation en cours. Et donc, on a creusé aussi les liens qui existaient déjà entre l'école polytechnique et Total. En fait, il y en a beaucoup. Donc, à part le fait qu'évidemment, il y a déjà beaucoup de polytechniciens qui travaillent chez Total au sein de la direction, que le PDG est un polytechnicien. L'entreprise Total a été parrain de promotion il y a 2 ans, donc c'est-à-dire qu'il paye beaucoup d'argent pour financer de manière exclusive la vie associative. Le PDG de Total, Patrick Pouyanné, siège au conseil d'administration de l'école polytechnique. On lui a aussi donné un siège au conseil d'administration de ce qu'ils appellent l'Institut Polytechnique de Paris, c'est-à-dire l'instance qui est au-dessus, qui regroupe l'école polytechnique avec d'autres écoles. Et d'ailleurs, la directrice du programme de Total d'implantation siège aussi au conseil d'administration de l'ENSTA, qui est l'école voisine. Et puis Total, par la même occasion, a signé aussi un contrat avec l'école polytechnique pour payer 3,8 millions d'euros pour financer des chaires d'enseignement. Donc, c'est-à-dire qu'ils choisissent les enseignants. D'autant plus que c'est de l'argent, il faut savoir quand même, qui est déduit à 60% pour eux. Donc, c'est aussi financé avec nos impôts.
Et donc maintenant, ils avaient ce projet de construire un bâtiment vraiment en plein cœur du campus. Donc ça commençait à faire énormément de choses. Il y a aussi l'idée que le PDG de Total voudrait prendre la tête de la prochaine campagne de levée de fonds de la fondation de l'école. Donc vraiment une multitude de liens existants. Et sachant que d'après ce que raconte la direction de l'école, toutes ces questions-là sont indépendantes. Donc c'est-à-dire que le fait de construire un bâtiment n'a rien à voir avec le fait qu'ils aient donné beaucoup d'argent pour payer des chers, par exemple. Donc de là, de deux choses l'une. C'est-à-dire soit c'est effectivement indépendant, et dans ce cas-là, on peut très bien prendre leur bâtiment et l'installer ailleurs. Je rappelle que c'est un bâtiment juste pour des chercheurs de Total qui vont venir ici faire leurs recherches qu'ils sont déjà en train de faire ailleurs. Et donc, eux, ils vont pas créer de la meilleure ou moins bonne recherche s'ils sont ici ou s'ils sont 3 km plus loin. Soit ce bâtiment est lié aux autres engagements, c'est-à-dire que, grosso modo, il a été négocié qu'on leur laissait construire un bâtiment ici, mais en contrepartie, ils donnaient beaucoup d'argent. Et dans ce cas-là, en fait, c'est grave parce que ça veut dire qu'on offre un bâtiment dans une forme de contrepartie qui, en plus, n'est pas explicite. Donc, parce qu'on fait croire que c'est des accords qui sont séparés, alors qu'en fait, il y a une forme de contrepartie. Et ça, c'est même juridiquement répréhensible. On s'est posé la question de savoir comment avait été prise cette décision. On s'est rendu compte que ça avait été pris dans un conseil d'administration 1 an avant. Donc, on a demandé à voir les comptes rendus du conseil d'administration. On nous a refusé, alors que c'est obligatoire. On est allé voir des élus de l'époque qui, à première vue, n'avaient pas souvenir en fait que la question avait été débattue au conseil d'administration. Il s'avère que c'était à la toute fin d'un long conseil d'administration dédié à une autre question. Et il y a eu un vote extrêmement rapide, sans aucun débat ni question. Donc en fait, ça pose en plus la question de vraiment la façon dont cette décision a été prise. Ça a été un point d'information et un accord de principe, et point barre. Il n'y a pas eu de débat. Donc tous les gens se sont regroupés en collectif. Avec des élèves et des anciens élèves, parce qu'il faut savoir aussi que les élèves de l'école sont sous statut militaire, donc techniquement, ils peuvent pas, ils ont un devoir de réserve, donc ils peuvent pas facilement s'exprimer à l'extérieur sur ces questions de politique de l'école. On a fixé des lignes de revendication communes, donc qui sont extrêmement simples, en fait, c'est fermer le bâtiment aux élèves, c'est-à-dire ne pas avoir un bâtiment qui est ouvert, qui doit devenir un lieu de vie, si c'est un bâtiment de Total, c'est pas un lieu de vie, et puis le déplacer plus loin, en dehors du campus. C'est pas une prise de position stricte contre position de principe contre le fait qu'une école ait des partenariats avec des entreprises. Ça nous paraît raisonnable que évidemment des écoles d'ingénieurs travaillent avec des entreprises, mais voilà, c'est une question de proportionnalité et de pas tomber dans la dépendance complète par rapport à une entreprise. Et là, on se retrouve avec l'entreprise Total qui a un nombre incommensurable de partenariats et de façon dont elle est liée à l'école polytechnique, ce qu'aucune autre entreprise n'aurait, et par conséquent, on devient complètement dépendant. Donc, c'était aussi montrer que, en plus, ça n'apporte strictement rien à l'école parce que ça apporte pas d'argent, ça répond pas à un besoin de l'école, ils financent pas des salles de classe, ils financent pas des logements, ils financent pas quelque chose d'utile. C'est vraiment, ils installent leur propre laboratoire avec leurs propres personnes à l'intérieur. Et en revanche, ça fait prendre des risques énormes de s'associer avec une entreprise qui, en plus, a une image très dégradée. Donc, on a commencé à discuter avec les autres instances, les professeurs, les syndicats, les associations. Et puis, donc, le point en fait important, c'était le prochain conseil d'administration qui avait lieu en mars. Et donc là, pour parler de stratégie de mobilisation, on a plutôt joué la carte de la surprise, c'est-à-dire que pendant tout le temps où on a fait une mobilisation en arrière-plan, on n'a rien laissé paraître. Si bien que la direction de l'école s'attendait à ce qu'en fait le sujet soit oublié, c'est-à-dire qu'il y aurait une discussion pendant le conseil d'administration extrêmement formelle avec des élèves qui viendraient faire un petit plaidoyer pour dire qu'ils sont pas satisfaits, et puis on signerait une petite charte pour dire que Total ferait pas des choses trop méchantes, et puis ça serait plié. Et en réalité, en fait, une semaine avant ce conseil d'administration, on a commencé à vraiment faire beaucoup de bruit, donc à la fois en interne, les élèves se sont mobilisés, ils se sont aussi mobilisés avec des formes sous forme de pétition, mais aussi sous forme active. Ils sont allés construire un chantier sous les fenêtres du bureau du président pour lui montrer qu'on pouvait très bien déplacer le chantier ailleurs. On a alerté la presse, il y a eu via les anciens élèves une tribune dans Le Monde avec quelques grands noms de gens qui se sont engagés pour dire que ça n'est pas du tout. Plaidoyer des élèves devant le conseil d'administration. Et puis le jour J, il y a du coup Greenpeace et les Amis de la Terre qui ont décidé à leur initiative de s'inviter
pour perturber la tenue du conseil d'administration et bien rappeler aux administrateurs que voilà, la décision qu'ils prenaient, ils devaient en être comptables et qu'il y avait il y avait beaucoup de gens derrière et qu'on n'allait pas les lâcher. Le résultat, ça a bien fonctionné, c'est-à-dire que tout d'un coup, les administrateurs qui avaient pris l'habitude de prendre leurs décisions tranquillement dans leur petit salon feutré, là, ça leur a montré qu'il y avait une coalition assez forte contre eux. Et du coup, ils ont trouvé une forme de porte de sortie pour pas avoir à se dédire. Ils se sont accordés sur le fait que la décision initiale était sur le principe, mais que la décision initiale ne validait pas du tout l'emplacement spécifique du bâtiment, ce qui était le discours exactement inverse qui était tenu une semaine avant, mais c'est pas grave. Et donc, ils allaient réétudier la position du bâtiment. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. En fait, c'est une question qui est ouverte, c'est-à-dire qu'ils étudient la possibilité de déplacer le bâtiment à plusieurs endroits. Alors, ça ne veut pas dire très loin, hein. C'est-à-dire que soit il ne bouge pas, soit il le déplace de 100 mètres, ce qui est absolument ridicule parce que ça ne répond en aucun cas à toutes les attentes des étudiants, soit de 500 mètres plus loin. Et c'est une question qui est actuellement ouverte et donc dans 3 semaines, en fait, ils sont censés statuer sur cette décision. Donc voilà à peu près pour où on en est de notre côté. Merci beaucoup pour ces présentations détaillées. Donc maintenant, des questions un peu plus spécifiques. Donc peut-être pour Élise, concernant PSL contre-attaque. Delia a un peu abordé la question de comment la multinationale, l'entreprise, en étant, en finançant largement une chaire ou un enseignement, etc., peut contrôler justement en partie en plaçant des professeurs qui sont des anciens cadres de l'entreprise, etc., peut avoir un certain rôle de filtre sur l'enseignement qui est délivré. Et du coup, concernant PSL contre-attaque, alors la licence BNP avait initié au début une clause de non-dénigrement lors de la présentation du projet l'année dernière. Et aujourd'hui, donc PSL maintient que BNP n'aura pas la main sur le contenu des cours et le choix d'enseignement, mais qu'est-ce que toi tu en penses par rapport aux éléments que vous avez? Oui, c'est PSL qui le dit et on n'a aucun élément concret sur cette convention et sur ces clauses. C'est-à-dire qu'on a eu accès à ce dont tu parlais, la convention l'année dernière et qui disait qu'il y avait une clause de non-dénigrement du mécène, donc qu'un enseignant, concrètement, ça revenait à ce qu'un enseignant en développement durable ne puisse pas parler de l'effet de la BNP sur le climat. Il y avait une deuxième clause qui était problématique, c'était celle d'un comité de pilotage qui ensuite a changé de nom en comité de suivi et qui devait être composé de 50% de membres de la BNP. Et donc, c'était vraiment un moyen pour la BNP d'avoir des informations sur ce qui se passait sur la licence et une porte directe pour faire pression effectivement, pour choisir des enseignants, choisir des contenus. Et donc, en fait, c'est ce qu'il y avait dans la dernière convention à laquelle on a eu accès. Et donc, depuis, en fait, pour cette année, on n'a plus, PSL refuse de donner la convention. Et donc, on ne sait pas si ces clauses sont toujours là. Donc, si elles sont là, en fait, c'est inscrit dans la convention cette possibilité pour la BNP de faire pression pour jouer sur le contenu de la formation. Mais si elles n'y sont pas, en fait, ça reste problématique parce que la BNP va avoir des informations sur le contenu des cours, ne serait-ce que par la présentation des programmes des cours, sur quels sont les enseignants qui vont être choisis. Donc, elle peut faire une sorte de chantage au financement. C'est-à-dire que si le contenu ne lui plaît pas, elle peut proposer de retirer son financement puisque rien ne l'oblige à continuer. Donc, en fait, même si rien n'est dit explicitement dans la convention, il y a quand même des possibilités pour le mécène de jouer en fait sur le contenu des cours, et d'autant plus que la BNP a un intérêt notamment de recrutement en fait, à avoir des formations qui lui sont déjà qui ne ternissent pas son image et puis en plus qui lui sont utiles. Et d'ailleurs, en fait, ça a été dit assez clairement par le président de la BNP à propos de la licence que c'était pour lui un vivier de recrutement de futurs responsables aux dirigeants dans la BNP. Donc, du coup, le mécénat le mécénat en général et le mécénat dans les conditions qui
qui sont telles qu'elles sont pour la licence BNP ne garantit pas du tout l'indépendance académique et l'indépendance académique et sur le contenu des cours. Merci beaucoup. Maintenant, plus spécifiquement concernant la campagne Sciences Po Zéro Fossile. Donc, Sciences Po a de nombreux financements privés, de nombreux partenariats, de nombreux mécénats, etc. Mais donc, qu'est-ce qui coince particulièrement avec Total? Quel est le problème? Surtout qu'il finance à hauteur de seulement 0,1% du budget, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Déjà, pour bien commencer, je pense que ce que gêne le plus, c'est vraiment l'hypocrisie de notre école. Parce que Sciences Po, depuis les accords de Paris, depuis le COP21, toute cette réunion politique extrêmement importante pour la justice climatique, s'est formé vraiment en image de leader de la transition écologique. Du coup, comment Sciences Po peut se définir en tant que leader de la justice climatique en gardant un lien assez étroit qui existe aussi depuis longtemps, en 2011, avec Total. Et à ce titre, en acceptant de partenariats avec des entreprises comme Total, et pas que Total, ENGIE, Gazprom, Sciences Po sera vraiment complice dans un modèle opérationnel qui est nocif finalement. Pour vous montrer à quel point c'est problématique, en gros, chaque année, on récolte des témoignages des étudiants pour savoir vraiment quel est l'impact, l'ampleur, leur point de vue sur la présence de l'industrie fossile à Sciences Po. Et c'est vraiment grâce à ces témoignages, à leur voix, que nous avons appris qu'il y a vraiment au moins 2 cours qui sont enseignés par des proches de Total, comme je l'ai dit auparavant. Et il y a un des témoignages qui explique en fait que le professeur dit aux étudiantes de ne pas s'inquiéter parce qu'on va pouvoir continuer à extraire du pétrole, du gaz et du charbon pendant bien encore 80 ans, je pense, au rythme actuel. Ça ne lui inquiétait pas du tout. Du coup, vous voyez, moi, c'est vraiment pour moi de la propagande pro-fossile. Bien sûr que c'est important de montrer qu'il y a plusieurs modèles d'énergie, mais comment on peut rêver d'une transition de l'énergie si on est en train de promouvoir toujours l'ancien modèle? À part, ce partenariat vise non seulement à recruter des étudiants de Sciences Po et à écologiser l'image de Total, mais il a été aussi validé par notre cher comité éthique de Sciences Po, un comité éthique qui, en comparaison, interdisent tout partenariat avec les industries du tabac, par exemple. Pourquoi le tabac, il est du coup pire que le pétrole finalement? Il est aussi, je pense, intéressant de noter que l'industrie fossile, du coup Total, finance au sein de notre école les projets les plus sociaux, du coup des bourses qui sont financées, ce qui légitime du coup davantage les partenariats, ces partenariats, et qui rend ces entreprises bien sûr indispensables aux yeux de tous. Mais de nouveau, ces financements sont vraiment infimes. Rompre ces liens, c'est aussi laisser la possibilité de trouver d'autres modes de financement en dehors de l'industrie fossile. Et par ailleurs, les mécénats et les dons représentent vraiment seulement 6% du budget de Sciences Po. Et la part de financement du coup de l'industrie fossile est vraiment infime. J'aimerais quand même bien souligner, parce qu'on parle de mécénat, de dons, de partenariats, que grâce aux déductions fiscales de 60%, ce sont en fait le contribuable qui finance en majorité ces dons magiques de ces entreprises nocives et destructrices. Du coup, se séparer de ces dons ne serait pas trop douloureux ni pour l'État, ni pour Sciences Po. Et en plus, ça va contribuer à envoyer un message assez clair aux pollueurs. Vous êtes irresponsables, vous êtes illégitimes, on abandonne les fossiles. Voilà. Merci beaucoup. Donc, pour Mathieu, pour Polytechnique, dans le cadre de Polytechnique, dans le cadre Polytechnique, quels peuvent être l'effet concret de l'investissement privé, donc dans le cas de Total, multinationale dans le secteur de l'énergie,
sur cette école qui forme une part importante des futurs hauts fonctionnaires, notamment qui ont souvent des fonctions de direction dans le secteur de l'énergie et qui, en tant que hauts fonctionnaires, doivent servir l'intérêt général. Alors, c'est vrai qu'il y a une particularité, c'est-à-dire que l'école polytechnique forme à énormément de fonctions très différentes. C'est-à-dire qu'il y a vous pouvez sortir de l'école polytechnique et faire de la recherche en mathématiques, des startups en biotechnologie, devenir trader à la City, ça pose peut-être aussi quelques autres problèmes. Beaucoup ingénieurs dans l'industrie. Et puis, surtout, et c'est la mission historique, c'est former des cadres de la haute administration publique française, dans le cadre des corps d'État, et en particulier ce qu'on appelle les corps techniques. Donc, c'est tout ce qui ne sort pas de l'ENA, c'est pas l'ENA, l'inspection générale des finances, etc. C'est le corps des mines, le corps des ponts et forêts, donc tout ce qui est les secteurs de l'énergie, des transports, de l'environnement, etc. Sont des postes qui sont réservés pour les corps techniques qui recrutent à 90% sur l'école polytechnique. Donc, on se retrouve à ce que, à la fois au sein des directions des grandes entreprises des secteurs des énergies, que ce soit Total, EDF, Engie, Areva, etc., en fait, à la tête de ces entreprises et à l'intérieur de ces entreprises, vous avez énormément d'anciens élèves de l'école polytechnique. Et au sein des cabinets ministériels, que ce soit à Bercy ou à l'écologie, etc., vous avez aussi énormément d'anciens élèves de l'école polytechnique. Donc, on peut dire qu'en fait, la grande majorité des arbitrages qui existent en termes de politique énergétique sont pris avec au sein des gens qui négocient, une majorité de gens qui sont des anciens élèves de l'école polytechnique, et en particulier du corps des mines. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant moins anodin. Là, la question qui se pose, c'est vraiment la question de l'indépendance de l'école et du fait de jouer le jeu. C'est-à-dire que qu'on ait des relations avec des entreprises, oui, mais si on a plusieurs entreprises avec lesquelles on a des relations à égalité pour pas devenir dépendant d'un seul partenariat. Or là, on se retrouve dans une situation où on ne pourra jamais offrir les mêmes conditions à une autre entreprise demain. Parce que, par exemple, donc Total, le PDG de Total siège au conseil d'administration de l'école polytechnique. Il y a un nombre fini de places au conseil d'administration de l'école polytechnique. On ne va clairement pas donner une place à la moindre entreprise qui accepte de donner quelques millions d'euros. On construit un bâtiment de Total au cœur du campus de l'école polytechnique. C'est un endroit où il n'y a presque plus d'emplacements constructibles. Or, par exemple, l'école d'à côté, l'ENSTA, eux, ils n'ont pas assez de logements pour loger tous leurs élèves, par exemple. Donc, eux, ils ont demandé à ce qu'on puisse construire un nouveau bâtiment de logement pour les élèves, ça a été refusé parce qu'on leur a dit on ne peut plus construire sur le terrain. Là, on vient construire un bâtiment de l'entreprise Total pour héberger de la recherche par Total. Et on ne pourra jamais faire ça pour d'autres entreprises qui viendront derrière. Et on est déjà, en fait, actuellement dans une situation où Total fait du chantage. Parce que nous, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, au conseil d'administration, il explique clairement que soit on laisse son bâtiment à l'endroit où il était prévu, soit si le conseil d'administration décide de voter que le bâtiment sera décalé plus loin, lui, il estime que les conditions du contrat initial ne seront plus réunies et par conséquent, il enlève son bâtiment. Et donc, on est déjà dans une situation de chantage pour une question qui est assez symbolique et ridicule parce que on parle là de déplacer un bâtiment de 500 mètres. Qu'est-ce que ça va changer pour Total? Donc maintenant, le jour où Total voudra effectivement influencer sur les enseignements de politique énergétique, etc., oui, on n'est pas juste en train de faire du procès d'intention sur le fait qu'ils vont exercer des pressions. La deuxième chose, c'est que donc effectivement, Total et les autres entreprises semblables sont sous pression de la société et en particulier grâce aux campagnes des associations comme de la base, des Amis de la Terre, de Greenpeace, etc., pour changer leur politique. Et les conséquences pour eux, c'est que c'est plus difficile de recruter. Donc, soit ils changent leur politique d'entreprise et c'est l'objectif, et certaines entreprises le font. Soit, au contraire, ils essayent de passer outre et de tricher en trouvant des nouveaux stratagèmes pour attirer des nouvelles recrues malgré leur politique catastrophique. Et donc, en fait, en s'incrustant au cœur des campus, en sponsorisant des programmes, etc., je trouve que ces entreprises ne jouent pas le jeu alors que d'autres entreprises le font et essayent juste de bypasser ça, de tricher et d'aller continuer à recruter sans avoir rien à changer
dans la façon dont elles fonctionnent et des reproches qui leur sont faits. Et enfin, pour terminer, il y a quand même un risque énorme que ça fait courir pour l'image de l'établissement. C'est-à-dire que l'école polytechnique en particulier, qui est un établissement très ancien, vit un peu sur une rente qui est son image au sein de la société. Parce qu'à vrai dire, la réalité de l'établissement est assez différente de l'image que les gens en ont. Or, l'image de Total est au contraire, elle, extrêmement mauvaise et on peut imaginer qu'elle va encore plus se dégrader dans les années à venir. Donc, d'un côté, Total, eux, ils rêvent de pouvoir vous dire qu'ils font de la recherche avec Polytechnique à Polytechnique, parce que pour eux, ça s'affiche très bien, c'est aussi une forme d'excellence scientifique, etc. Et à l'inverse, toute la bonne recherche qui sera faite dans les labos publics de l'école Polytechnique pourrait être soupçonnée d'être biaisée et d'être vendue à Total et donc d'être déconsidérée. Et de la même façon, toutes les initiatives probablement vertueuses des élèves polytechniciens, de toute façon, après, auront ce spectre de l'entreprise Total qui planera et on pourra les soupçonner, à tort ou à raison, d'être liés à l'entreprise. Donc en fait, voilà, ça fait prendre un risque inconsidéré pour quelque chose qui va rapporter absolument rien ou quelque chose de dérisoire à l'établissement. Merci beaucoup. Donc maintenant, on peut plutôt s'interroger à l'après et par exemple, qu'est-ce que vous comptez faire désormais pour continuer à mobiliser et à obtenir des victoires concrètes sur les différentes luttes que vous avez évoquées? Est-ce que ça passe par l'implication de nouveaux acteurs dans la lutte, par exemple inclure les enseignants ou mobiliser le conseil d'administration ou des membres du conseil d'administration? Est-ce que ça passe par faire un front commun avec les autres écoles? Mathieu, tu évoquais la mainmise de Total aussi sur d'autres écoles d'ingénieurs, par exemple en étant parrain de promo de l'ENSA, mais aussi de Télécom, de Télécom Paris, il me semble, cette année, des premières années. Donc voilà, est-ce que ça passe par ces différents canaux? Et donc, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Je veux bien commencer étant donné que tu m'as dirigé directement la question. Effectivement, donc par exemple, déjà le fait que Total s'implante à cet endroit-là, il se trouve que Polytechnique n'est pas du tout seul sur son campus, donc il y a d'autres écoles qui sont concernées, l'ENSTA, l'ENSAE, Suboptique, etc. Et c'est vrai que déjà, la première chose, c'est que toutes les décisions ont été prises au sein du conseil d'administration de l'école Polytechnique. Donc jamais on est passé consulter les autres écoles qui, après tout, sont tout aussi concernées par un certain nombre des problèmes, alors qu'il y a une structure qui est dédiée pour ça. Effectivement, quand nous, on est allé, par exemple, voir l'école voisine qui est l'ENSTA pour leur demander est-ce qu'ils souhaitaient prendre position, c'est-à-dire signer une tribune qui avait été écrite par des élèves de l'école polytechnique pour se prendre position en interne, la première réaction des représentants des élèves, c'était « Ah non, surtout pas, nous, on ne prend pas position sur ce sujet ». Et pourquoi? Tout simplement parce que eux, cette année-là, Total était leur parrain de promotion, donc ils venaient de recevoir plein d'argent de Total, et ils ne voulaient absolument pas pas prendre position contre Total. Donc là, on voit très bien à quoi ça rime de dépenser ces centaines de milliers d'euros ou ces millions, ce qui n'est pas grand-chose pour Total, pour s'acheter la paix sociale. Néanmoins, malgré ça, en fait, dès qu'on a creusé un petit peu, on a trouvé absolument partout des personnes qui étaient sensibles à ce sujet. On s'est rendu compte aussi que rien que le fait que Total devienne parrain de promotion dans ces écoles-là, ça avait fait quelques remous en interne, même s'ils avaient été tués dans l'œuf. Et donc, le fait d'informer les gens, ça a créé des petits foyers de mobilisation dans les autres écoles. Donc ça, c'est assez positif, d'autant plus que ça crée du lien entre les différentes écoles voisines, alors qu'elles sont assez indépendantes. Donc, on a espoir que ça puisse, au contraire, unir ces écoles-là, ces revendications, et même demander à ce que ces négociations se changent effectivement de structure et se placent dans le cadre du regroupement d'écoles, l'Institut Polytechnique de Paris, qui est une instance nouvelle et du coup, en fait, plus démocratique que les vieilles instances de l'école polytechnique qui sont vraiment où la cooptation et l'entre-soi règnent. Et donc, on a espoir de bouger ça et de demander à ce que ce soit regardé de ce côté-là. Donc, ça, c'est côté des autres élèves, donc c'est assez positif. Il y a aussi les professeurs donc, qui viennent de se prononcer là, l'ensemble du corps enseignant de l'école
qui a pris position pour dire qu'effectivement, de leur point de vue, ce bâtiment représentait un risque et qu'ils ne voyaient pas bien ce que ça venait faire là. Mais de la même façon, en fait, au sein de l'école polytechnique, ils ne sont ni consultés et encore moins, ils ont une voix au chapitre sur ces questions-là. Maintenant, donc, voilà, la prochaine étape, c'est qu'on attend le prochain conseil d'administration. Il y a aussi tout un enjeu sur une mobilisation qui dure, de sensibiliser les nouvelles promotions qui arrivent au fur et à mesure, parce qu'une école, c'est quand même un lieu de passage où les générations se renouvellent. Après, ça dépend des endroits, mais sur un endroit comme les écoles d'ingénieurs, souvent les élèves restent 2 ans. Donc, ça veut dire que la mémoire, elle part très, très vite. Et donc, il y a tout un enjeu de sensibiliser les nouvelles personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas grand-chose à l'affaire, leur expliquer quels sont les tenants et les aboutissants, où en est la situation, pourquoi c'est important de se mobiliser. Et ça, c'est d'autant plus dur à faire avec la situation actuelle où nous, on a des nouveaux élèves qui étaient censés arriver. Mais en fait, le campus est vide actuellement. Chacun des élèves est chez soi en train de faire du télétravail. Donc, vous imaginez que mobiliser un groupe de gens qui ne se sont jamais rencontrés au sujet de l'emplacement d'un bâtiment sur un lieu sur lequel ils n'ont jamais mis les pieds, c'est beaucoup plus compliqué. La licence. Une première vague de partenariat avec du mécénat de la BNP se mobilisent en fait avec nous et d'eux-mêmes contre ce mécénat. C'est-à-dire qu'on a eu des retours d'étudiants qui, au moment de valider leurs vœux, ont un petit peu plus cherché et se sont rendus compte du mécénat et étaient absolument horrifiés et donc étaient prêts aussi à militer avec nous depuis, en étant étudiants à distance contre le mécénat par la BNP. Et donc, oui, en fait, on a aussi l'enjeu d'arriver à mobiliser un peu plus largement que notre collectif. Donc déjà, en fait, au sein de PSL, parce que comme ce que disait, construction assez artificielle, et donc on a aussi un enjeu à arriver à communiquer et à faire une mobilisation plus large entre les différents établissements de PSL. Et donc pour rebondir aussi ce que tu disais, on a eu, en fait, au début de la mobilisation, on a eu quelques liens avec des enseignants et notamment des enseignants qui travaillent sur des problématiques d'écologie, donc sur différentes perspectives et qui sont en général tout à fait scandalisés par cette licence et sont plutôt d'accord pour se mobiliser avec nous contre la licence. Et donc c'est aussi en fait une des choses qu'on va mettre en place là, alors qu'on serait même même si c'est beaucoup plus difficile de se rencontrer et d'avoir des échanges quand on ne peut pas se voir, mais on a cet espoir de pouvoir aussi les investir dans notre lutte et de faire et voilà, et de tisser en fait plus largement des liens avec d'autres groupes qui sont déjà mobilisés au sein de PSL. Merci beaucoup. Et cette fois-ci pour Sciences Po, alors comme tu l'as dit, ça fait 4 ans oui, que vous luttez pour rompre ce partenariat toxique. Comment on continue à renouveler la mobilisation? Comment on continue à impliquer sur ce sujet, à sensibiliser? Donc comme tu l'as dit, la sensibilisation c'est super important. Et je crois qu'aussi vous avez fait pas mal de travail de mettre en lien les autres associations étudiantes, les syndicats étudiants, etc. Donc est-ce que ça c'est une piste et qu'est-ce que vous avez comme autre ressources? Cette année, la chose qui a vraiment tout changé et qui a aidé un peu à avancer ce combat, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a commencé, c'était le soutien déjà de Sciences Po Environnement,
qui est en gros une association qui est subventionnée par Sciences Po. C'est pas trop facile pour eux de se prononcer sur ce type de sujet. Et cette année, ils l'ont fait. Mais aussi le soutien des syndicats tels que Solidaire et UNEF à Sciences Po, qui ont mis le sujet de ce partenariat avec Total sur la table. Cependant, les étudiants, ils font pas partie de comités qui décident, qui prend les décisions sur les financements et les dons. Et du coup, nous, on demande aussi d'avoir un rôle là-bas. On pense que c'est surtout élargir son réseau d'alliés qui peut avancer ce combat. Et c'est ce qu'on a un peu commencé à faire cette année. Et parce que vous avez parlé aussi de être en contact avec des enseignants, et on les a contactés. On souhaite écrire une lettre et l'envoyer aussi au doyen de Sciences Po. Malgré cet effort, c'est carrément pas si facile que ça de trouver des enseignants pour se déclarer ouvertement et pour signer ouvertement cette lettre. Mais il y a quand même un peu de l'espoir et on souhaite continuer sur cette piste-là. Sinon, je pense que ce qui a beaucoup aidé notre collectif a été aussi la collaboration qu'on a eue depuis le début et que je mentionnais avec des autres mouvements. Parce que grâce à ces partenariats, nous sommes devenus membres du mouvement international Fossil Free et aussi d'une coalition qui s'appelle Pas un euro de plus en 2017. Je pense que le rôle de médias a été aussi vraiment clé de l'avancement cette année. Par l'article de Reporter, on a vraiment envoyé un message assez clair à l'administration de Sciences Po. Notre campagne, la campagne Zéro Fossile, ne sont pas seuls et ne sont pas minoritaires. Nous avons les syndicats avec nous, ils sont quand même représentatifs, ils sont les représentants de la communauté étudiante par un vote démocratique, dit-on. Mais aussi des autres associations écologiques. J'ai mentionné Sciences Po Environnement, mais il y en a des autres aussi. Alors, je pense que pour vraiment mettre fin à ce partenariat avec Total, finalement, après quelques années de mobilisation, il faut mettre en avant que c'est pas le combat de 5 personnes, vous voyez, de 10 personnes, de 30 personnes. C'est un combat qui vise toute la communauté étudiante et pas que la communauté étudiante de Sciences Po, finalement. C'est bien évident aujourd'hui parce que je suis pas la seule qui présente une initiative, qu'il y a plein des autres cas en France. Et pas que en France. On voit l'exemple des universités en Angleterre qui ont décidé et publié le fait qu'ils veulent plus de lien avec l'industrie fossile. Du coup, c'est pas une mission impossible et c'est surtout pas que notre combat, c'est un combat qui est global aussi. Et je pense que ça, c'est vraiment important à souligner parce que c'est vraiment le collectif qui a le rôle le plus important. Et je pense qu'il ne faut pas rester que sur la sensibilisation étudiante et que sur la communauté étudiante parce que, d'après notre expérience, ça n'a pas vraiment beaucoup changé les choses. Il faut vraiment essayer d'élargir ce réseau et de rester toujours en contact avec nos alliés et aussi soutenir les autres, comme l'école polytechnique et le PSL. Bah, très bien, mais justement, je rebondis sur ça. Est-ce que est-ce que vous imaginez par exemple de faire un front commun entre 23 organisations ou est-ce que ça peut être déjà une première étape de traiter plus globalement le sujet du financement de l'enseignement supérieur et de la menace que ça fait peser sur l'indépendance de l'enseignement supérieur et de la recherche, par exemple. Donc, qui veut répondre, répond. Moi, je pense honnêtement que ça, c'est vraiment la prochaine étape de notre combat. Et c'est vrai que cette année, on était aussi dans une situation assez urgente avec l'administration des Sciences Po, pendant que les étudiants de Polytechnique, ils étaient aussi en train de se mobiliser. Et avec le confinement, bien sûr, et la crise sanitaire, ça a été un peu une pause pour nous tous et toutes. Mais je pense que
heureusement, à partir de maintenant, à partir de demain, à partir de septembre, on pourra vraiment organiser librement de manifestations de manière voilà, légale, parce qu'apparemment, c'est plus possible maintenant, ensemble, et qu'on devrait collaborer. Et Moi, je ça, veux bien, non, je veux bien rebondir sur l'invitation de Delia, je suis complètement d'accord. Effectivement, en plus, c'était quelque chose même qu'on a envisagé à un moment, et c'est vrai que bon, bah, le moment où ça a basculé, nous, c'était 15 mars, donc exactement le moment où tout le monde s'est mis en quarantaine et en confinement. Donc, mais après, il y a moyen et on a intérêt clairement à se soutenir les uns les autres et à manifester collectivement. Il n'en demeure pas moins qu'après, il y a une réalité qui est quand même que le financement par les entreprises privées de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est une politique publique pour le coup qui n'est pas qu'on peut pas imputer juste à une lubie de la direction de Sciences Po ou de l'école polytechnique ou de PSL, mais qui est vraiment quelque chose de décidé à l'échelle nationale. Donc il y a vraiment une volonté de couper les crédits ou de demander à chaque établissement de développer ses fonds propres. Donc après, on peut critiquer le fait que les établissements décident de s'allier plutôt avec telle ou telle entreprise qui est peu vertueuse ou de passer un partenariat exclusif sur un programme avec une entreprise, ce qui lui donne un droit de regard beaucoup trop important et qui des règles déséquilibre les choses. Mais néanmoins, le principe général est que les établissements, les chefs d'établissement aujourd'hui, ils sont mandatés dans leur lettre de cadrage, dans leur contrat d'objectif performance, pour aller rechercher des fonds privés. C'est vraiment exclusivement leur lettre de mission. Et par conséquent, il faut pas des fois non plus se tromper parce que eux, ils se retrouvent enfin, en tout cas, c'est leur argument, mais ils sont pas 100% comptables de ça. Ils se retrouvent entre le marteau et l'enclume où eux, ils sont obligés de trouver des fonds privés quelque part. Et de l'autre côté, vous avez Total ou autres au BNP qui viennent leur proposer, bah, si vous voulez, nous, on est super intéressés pour vous financer. Et donc, bah, pour eux, c'est un peu la facilité et ils espèrent que ça va attirer les autres. Donc, voilà un peu où on se situe, qui est quand même une position un petit peu difficile à tenir. Et donc, effectivement, après, il y a une question plus générale de la définition de politique publique de l'enseignement supérieur de la recherche et de la part que doit avoir l'argent privé là-dedans, évidemment. Oui, bah, je rebondis d'ailleurs pour rappeler aussi toute la séquence de mobilisation qui a été aussi interrompue par la crise sanitaire, mais de la mobilisation de l'enseignement supérieur et de la recherche et des laboratoires, notamment contre la loi LPPR, qui justement continue à précariser l'enseignement supérieur et la recherche, tout en incitant les établissements, les laboratoires à se trouver des fonds propres et donc à être toujours un peu plus facilement absorbables par des multinationales qui elles aussi ont tout intérêt à légitimer des activités environnementales et sociales douteuses, se faisant en s'inscrivant dans le paysage et en banalisant leurs actes et en s'inscrivant dans le paysage le paysage collectif pour apparaître comme des entités tout à fait normales et proches un peu partout. J'avais aussi une question. Donc là, on parlait d'un élargissement pour le fonds des étudiants. Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à des personnes extérieures qui souhaiteraient vous soutenir, mais qui sont non étudiants donc, ou non étudiantes et donc ne sont pas directement proches de vous? Alors, si je peux déjà rebondir en fait sur ce qui a été dit avant et dire que, enfin, oui, effectivement, on a fait quelques premières tentatives, mais qui n'ont pas vraiment abouti pour rejoindre les mouvements étudiants et pour exprimer collectivement la voix des étudiants contre le mécénat et contre les entreprises polluantes. Après, je pense que je serais un peu moins, et on se serait appelé celle contre-attaque, un peu moins clément sur la politique des chefs d'établissement qui sont en général aussi acteurs des politiques publiques et notamment, enfin, on sait que la direction, par exemple, de PSL est très investie dans la promotion de la LPPR et donc que c'est aussi eux enfin, qu'on est légitime dans le fait de leur demander de ne pas céder et de ne pas chercher enfin, de ne pas être acteurs dans la recherche des partenariats, d'autant plus que quand on parle de PSL, de Polytechnique ou de Sciences Po, c'est des instituts qui sont quand même
beaucoup mieux dotés que la plupart des universités et qui ont aussi une responsabilité pour résister en fait à ces politiques. Et donc du coup, pour répondre à la question que posait Mathilde sur la possibilité de nous soutenir, bah, en fait, par exemple, nous, ce qu'on a fait bon, avant d'être confinés, c'est d'intervenir sur de faire un petit peu des démonstrations de force et de montrer une adhésion large à, à nos idées, notamment lors des événements de greenwashing et de communication sur le développement durable en lien avec PSL. Et on a été rejoints par des groupes extérieurs et qui ont montré le soutien. Donc, je pense notamment à Attac qui nous a aidés à un moment. Et donc, que pour nous, c'est. Et puis aussi de signer et de publier nos revendications et que montrer cette large adhésion et cette force commune, c'est un premier moyen de nous aider dans nos mobilisations et dans notre lutte. Moi, je trouve que souvent, les gens se disent que non, je peux pas m'impliquer parce que j'ai pas assez des connaissances, je suis pas spécialiste en industrie fossile ou en multinationale ou justice environnementale, mais c'est pas du tout le cas. Et je pense que tout le monde peut donner un coup de main à cette lutte et à ce combat. Et ça peut se faire par vraiment différents moyens. Déjà, parce qu'on est les trois assez jeunes et on sait que souvent c'est pas assez facile de s'exprimer en tant que jeune et d'être pris ou prise sérieusement. Je pense qu'il faut nous donner une voix et aujourd'hui vous l'avez fait. Et on vous remercie vraiment beaucoup pour cela. Du coup, nous suivre, suivre nos actions, nos mobilisations, mais aussi pas laisser ces industries toxiques faire plus du greenwashing ou se faire une très belle image qui est en fait pas vraie. Ça veut dire vraiment donner son avis, vraiment parler publiquement avec les autres, même avec ceux qu'on n'est pas d'accord, ce qui est le plus difficile. Je trouve que souvent on a l'impression que on peut pas du tout discuter avec ceux et celles qui ont des opinions complètement différentes. Mais cette année, par exemple, notre collectif a essayé un peu de toucher aussi des autres gens, pas vraiment l'écolo à 100%. Et ça a donné suite à des conversations, à des débats vraiment intéressants qui ont un peu mis en évidence des faits qui n'étaient pas connus par ces personnes-là. Et du coup, en parler, utiliser les réseaux sociaux parce que bien sûr, en ce moment au moins, c'est vraiment la manière la plus efficace de faire passer les messages, mais aussi prendre vraiment les jeunes sérieusement. Voilà. Moi, je veux bien rebondir si c'est possible. Parce qu'effectivement, il y a une question qu'on dit qui est de la prise au sérieux des étudiants. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'à différents niveaux, dans les trois cas, j'ai l'impression, il y a des opérations qui sont faites, des accords qui sont extrêmement opaques, des chiffres qu'on n'arrive pas à se prononcer. On apprend par voie de presse que telle entreprise a travaillé avec tel établissement, etc. Et c'est un signe, il y a aussi un problème de démocratie étudiante et de transparence au sein des institutions. Nous, on s'est rendu compte que ce qui a permis à la mobilisation de dépasser la petite mobilisation interne et vraiment de prendre de l'ampleur, c'était qu'il y avait un lien qui existait entre les élèves et les anciens élèves, surtout jeunes anciens élèves, qui a permis que, effectivement, quand vous arrivez en première année dans un établissement où vous connaissez pas grand-chose, si on vous dit il y a un partenariat avec Total, c'est comme ça, c'est comme ça. On est difficilement en mesure de le critiquer et le cas échéant, on se voit répondre que vous savez pas comment ça fonctionne, etc. Donc, même si c'est faux, le fait d'être allié, d'avoir du lien entre les différentes générations et avec les gens qui ont le plus d'expérience, et en particulier d'avoir soit des structures existantes, déjà des associations déjà constituées ou qui suivent ces questions-là, soit des syndicats étudiants. Évidemment, à l'école polytechnique, donc les gens sont sous statut unitaire, donc déjà ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas se syndiquer, etc. Ça n'empêche pas d'avoir des associations qui veillent à ce qui se passe.
Donc ça, c'est quelque chose qui est en fait très important parce que quand ces structures elles sont là, le moment où les problèmes se posent, elles servent tout d'un coup de relais, d'habitude. Elles ont les habitudes, elles savent avec qui aller parler, elles ont les réseaux, et c'est ça qui permet à des mobilisations de se développer et de gagner, parce qu'à la fin quand même on voit qu'on marque des victoires, c'est-à-dire que nous on a commencé à nous expliquer que le bâtiment il pouvait pas se déplacer et que les travaux allaient commencer demain, puis finalement les travaux ils vont pas commencer avant 2 ans et le bâtiment ils sont en train de décider où est-ce qu'ils vont l'installer. Donc on peut gagner, mais il faut être organisé. Nous, là, on est en train d'étudier aussi la possibilité de voir les risques juridiques en fait, qu'ils encourent en prenant la décision d'installer leur bâtiment ici. Donc, parce que effectivement, bah, c'est pas neutre et comme on sait absolument pas comment ça a été fait, et ça a été fait de manière extrêmement opaque, il semblerait, c'est pas du tout évident qu'ils s'exposent pas à des problèmes en faisant ça. Donc, nous, on cherche à financer une étude juridique. Évidemment, des avocats, il faut les payer. Donc, pour l'instant, on est en train d'essayer de lever de l'argent. Si jamais il y a des gens très très riches qui nous écoutent, savent pas quoi faire, n'hésitez pas. Et la dernière chose, c'est que tout ça participe à une dynamique globale, je dirais, voilà, de changement dans le fonctionnement des établissements, c'est-à-dire de fin de l'impunité complète des conseils d'administration qui se réunissent entre eux et qui sont pas comptables de leurs décisions. Il faut vraiment les habituer à expliquer que tout ça c'est terminé, c'est-à-dire que maintenant ils sont obligés d'être comptables de chacune de leurs décisions, en particulier sur ces domaines qui sont extrêmement sensibles, et que ça va fonctionner de manière plus transparente. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une façon de se renforcer entre établissements en pointant du doigt les endroits où ça fonctionne de manière extrêmement opaque et en mettant en exemple les fonctionnements plus vertueux. Oui, en fait, je voulais justement poser une question sur ça, parce que vous avez tous les trois, tous les trois et toutes les trois, souligné des problèmes d'opacité, de manque de transparence, de gros problèmes démocratiques au sein des établissements. Donc, le cas de PSL, de Polytechnique, comme tu viens de le mentionner, Mathieu, le fait que le projet ait été annoncé à l'ordre du jour seulement quelques heures avant la tenue du conseil d'administration. Delia, quand Sciences Po, la direction décide dans leurs mesures qu'ils retiennent finalement suite à la consultation, de ne pas retenir la sortie du financement de Total, alors même que c'est la proposition qui a eu le plus de plébiscite de la part des étudiants et des gens qui ont participé. Et enfin, Élise, quand tu parlais du projet de la licence BNP Paribas, le fait qu'il y ait une vidéo qui soit sortie en novembre ou en décembre 2018, alors même que le CA et que le vote n'avait toujours pas eu lieu, et qui mettait en scène à la fois le président de PSL et le PDG de BNP, annonçant la création de cette licence, avant même le vote au CA, montrait que finalement le vote était qu'une formalité et que de toute manière, ils n'avaient aucune inquiétude sur le fait qu'il allait pouvoir voter. Et en fait, tous ces éléments questionnent le manque de démocratie, le manque de prise en compte de la parole des étudiants et au sein des établissements, et cette question plus générale. Qu'est-ce que vous pouvez en dire dessus? Si je peux commencer. Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que nous, c'est au niveau de PSL, et effectivement, en fait, la construction de PSL est une construction d'une super université encore moins démocratique que les grandes écoles qui la composent. C'est-à-dire avec moins d'élus au CA, beaucoup plus de ce qu'on appelle de membres nommés dans les conseils d'administration. Et donc ce qui est très problématique, en fait, pour avoir accès à des informations, même si, alors par exemple, c'est-à-dire qu'il y a voilà, on a des alliés dans ces conseils d'administration, et je pense que la situation est un peu moins critique qu'à Polytechnique, même si ça reste très compliqué. Et en fait, pour parler des récentes évolutions sur l'affaire BNP, c'est que la convention, en fait, n'est même plus signée avec l'université PSL, mais avec la fondation qui est associée. Donc, juste pour explication, les fondations, ce sont des sortes d'établissements qui permettent de faire des donations, et ensuite ces donations sont reversées aux universités. Et donc en fait, cette fondation est encore moins démocratique que l'est le conseil d'administration de PSL. C'est-à-dire qu'il y a par exemple que 2 élus et aucun élu étudiant. Et donc, en fait, c'est sous ce prétexte que maintenant la BNP fait des accords uniquement avec la fondation qu'on n'a plus accès à la convention.
Et donc, c'est qu'effectivement, en fait, tout est organisé pour qu'on ait de moins en moins accès et de moins en moins de possibilités d'avoir des conventions que dans les formes actuelles de la démocratie à l'université. Nous, ce que nous avons demandé ensemble avec Solidaire, UNEF, des autres associations, c'était surtout la création d'un comité sur l'éthique et la transparence des financements de Sciences Po, auquel il y aura au moins un d'entre, enfin, il y aura une présence étudiante. Aussi, de plus, on s'est rendu compte que il y a vraiment pas beaucoup d'informations sur ce partenariat en ligne, mais nous avions eu l'impression que c'était cette année qu'il était censé être renouvelé. Et du coup, on a essayé un peu de bouger les choses cette année parce qu'on pensait que ça va être le moment. Mais c'est tellement difficile de savoir ce qui se passe, comme on dit en anglais, behind the closed doors, du coup derrière toutes les portes fermées, qu'on dépend vraiment du soutien de syndicats qui sont plus souvent impliqués. Ce qui a été drôle pour nous, c'est que il y a eu quand même des consultations avec les associations étudiantes écolo ou environnementales cette année, mais nous, on n'a pas été vraiment impliqués. Du coup, c'est là où c'est assez intéressant parce que c'est surtout nous notre collectif Zéro Fossile, qui est souvent pas du tout invité à table. Et l'administration nous a quand même dit qu'on est invité que dans le cas où on parle pas de notre seule cause, du coup, le partenariat avec Total, vous voyez. Alors, je pense que, de nouveau, c'est qu'avec une vraie mobilisation étudiante au sein de notre école qu'on aura vraiment plus de transparence. Et les étudiants, c'était assez clair cette année que les étudiants l'ont demandé. Et notre école a un peu paniqué suite au reportage fait par Reporter. Et ils ont nommé Laurence Tobiana à la tête de un nouveau comité sur les dons, sur les financements. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. C'est vraiment la plupart de fois les documents qui reprennent un peu les sujets de ces réunions sont pas publiés. La seule manière de les avoir, c'est si les syndicats le publient sur leur site. Du coup, oui, ça pose vraiment problème parce que on défend deux choses, mais on a aussi besoin d'avoir cette base des données et on l'a pas. Et du coup, on fait vraiment un boulot de journaliste finalement. C'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est vrai pour pour Élise et pour Mathieu aussi. Moi, je confirme absolument. Il y a un énorme enjeu à avoir accès à l'information et d'autant plus que, en fait, par exemple, dans notre cas, par exemple, juste accéder aux procès-verbaux des conseils d'administration, c'est quelque chose qui est légal. C'est-à-dire que on parle d'école publique qui a donc en fait tout ce qui se passe si on regarde la législation au sein de ces conseils d'administration doit être publié. Alors évidemment, il faut anonymiser un certain nombre de données parfois sensibles qui concernent des personnes, mais en fait, ça doit être public pour toute personne qui en fait la demande. Nous, quand on a fait les demandes d'accéder à ces documents, on nous a systématiquement refusé ça. Donc là, on a saisi la commission d'accès aux documents administratifs. Donc, avec espoir, dans 6 mois, la commission va se prononcer pour dire qu'effectivement, on a le droit de les avoir. Et s'ils refusent toujours de nous les donner, il faut aller passer au tribunal administratif pour qu'ils nous donnent ces documents. Mais c'est absurde, c'est-à-dire que c'est des documents, en théorie, ils n'ont rien à cacher. Et donc, il y a vraiment une guerre systématique pour avoir ne serait-ce qu'accès à l'information. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que les informations que la présidence de l'école transmet à ses administrateurs sont aussi parcellaires. C'est-à-dire que pendant tout un temps, ils ont essayé de minimiser les informations en disant vous inquiétez pas, par exemple, les administrateurs disaient bon, il y a une mobilisation sur Total, on a entendu parler. Non, vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est oublié, vous pouvez passer votre chemin, ça va bien se passer.
en fait, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a des textes qui sont écrits par les élèves, etc., et ce qui ne sont pas transmis, la réalité de la situation n'est pas transmise aux administrateurs, et donc ils prennent leurs décisions sur la base des informations qui leur sont transmises par la présidence de l'école, mais qui sont incomplètes. Donc, il y a un vrai enjeu. Et évidemment, là-dessus, le fait d'aller dans la presse et de dénoncer les choses, les administrateurs, quand ils apprennent par voie de presse que la présidence leur raconte pas tout, évidemment, ça les met, ils commencent à se poser des questions. Donc, oui, il y a un vrai enjeu sur le fait que les administrations font tout un jeu pour essayer de refuser de reconnaître la légitimité de ces groupes. Hein. C'est vrai que, par exemple, nous, si on n'avait pas un vote en fait extrêmement large de la part des élèves à l'origine qui se prononcent contre le projet et qui donnent du coup toute légitimité d'agir contre ce projet, et ils ont tout fait pour essayer de nous délégitimer. Et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est passé dans le cas de l'école polytechnique, c'est qu'il y a eu deux comités qui ont été créés, c'est-à-dire qu'il y a eu le comité officiel qu'ils ont appelé le comité de suivi, où ils ont pris des élus et leur ont dit bon, maintenant, vous vous arrangez, vous négociez une charte avec Total. Et si vous voulez, même avec toute la meilleure volonté du monde, si vous mettez 4 élèves de deuxième année face à des gens de la direction de Total, c'est pas une négociation qui est équitable du tout. Et à l'inverse, il y a eu un comité de mobilisation donc indépendant et qui gardait secret ses membres élèves, parce que la direction a vraiment essayé de savoir qui étaient les gens qui étaient impliqués dans la mobilisation et de les traquer individuellement et de les menacer. Et donc, la direction a toujours refusé de reconnaître l'existence de cette instance, mais qui, en fait, malgré tout, continue à faire le travail de fond. Et les deux choses ont évolué en parallèle. Mais même le conseil d'administration, les administrateurs lors du conseil d'administration, se sont étonnés, en fait, que la direction de l'école laisse des élèves de deuxième année négocier face à Total. C'est-à-dire que ça a été écrit clairement. En fait, vous pouvez pas laisser faire ça. C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit il y a un problème dans le partenariat avec Total et vous laissez pas les élèves négocier tout seuls, vous réglez le problème. Mais sinon, il n'y a pas de négociation à avoir. Donc, effectivement, il y a tout un enjeu de construire des structures, des meilleures structures de représentation des élèves au sein de ces établissements, et en particulier pour les établissements qui sont assez vieux, comme des écoles comme l'école polytechnique, en tout cas chez nous, ont des instances qui mériteraient énormément d'être renouvelées. Et du coup, pour inverser un peu ce rapport de force à la fois lié au sujet de l'opacité et de la non prise en compte de la vie des étudiants, qui sont pourtant la force vive des écoles et de l'enseignement supérieur, ou en tout cas des établissements. Et donc, pour continuer à construire ce rapport de force, alors vous avez parlé tous les trois de l'importance aussi de publiciser, notamment par le biais de la presse et des médias, pour déconfiner, sans mauvais jeu de mots, vos différentes luttes. Mais également, donc, pour continuer à construire ce rapport de force, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu à essayer, je reviens sur le sujet, mais parce que je pense qu'il est vraiment essentiel, mais de vraiment coaliser les différentes luttes au sein des différents établissements. Ça peut passer par différents types de mobilisation, de la mobilisation en ligne, de énormément se relayer, etc., pour continuer à publiciser, mais aussi imposer un rapport de force et finalement imposer à la fois aux directions des établissements et aux multinationales que les étudiants sont présents, les étudiantes sont présents, sont conscients de ce qui se passe et suivent absolument ce qui se passe, etc. Bah, oui, effectivement, ça semble assez important, rien que pour avoir en fait pour ne pas se sentir isolé, c'est-à-dire d'avoir d'avoir des retours comme on fait en ce moment sur ce qui s'est passé dans les autres luttes, ce qui a fonctionné, quels sont les problèmes qu'on rencontre, et ça, en fait, ça s'associe rien que d'un point de vue pragmatique de comment on lutte. Et ensuite, d'un point de vue de la visibilisation, effectivement, c'est beaucoup plus fort d'avoir un mouvement large d'étudiants venant de formations très diverses, qui s'expriment contre le mécénat et contre les entreprises polluantes. Je veux revenir sur un point que Mathieu a aussi fait, c'est que finalement, toutes les universités servent à former les nouvelles générations
et former pas que des élites, mais enfin, on ne sait pas exactement où on va finir dans notre carrière professionnelle, mais on aura sûrement un rôle important pour l'avenir de tout le monde. Alors, je pense que c'est assez important de montrer à quel point on n'est pas seul, et parce que je l'ai beaucoup répété, mais tous nos opposés nous limitent toujours à une seule cause ou un seul mouvement ou un petit groupe. Vous êtes la minorité, votre voix compte pas. Mais en fait, en faisant une vraie coalition, on montrera que tout ça, c'est faux, et on aura vraiment plus de poids sur nos universités. Ouais, moi je suis d'accord sur le fait que c'est important pour faire pression sur les entreprises, mais c'est tout aussi important en interne pour la mobilisation. C'est-à-dire que il y a vraiment le fait d'appartenir à un collectif. Pour une personne qui vient, c'est beaucoup plus difficile de rejoindre un mouvement qui est minoritaire et qui se base sur un sujet précis, que se dire en fait, je vais revenir faire partie d'un mouvement qui est extrêmement général, qui est partagé par plusieurs universités, et où aussi je vais rencontrer des personnes nouvelles. C'est vraiment pour un élève qui arrive, qui est nouveau par exemple aussi dans l'établissement. Ça évite aussi, il y avait toute la question de les gens veulent pas prendre position parce qu'ils connaissent pas tout le dossier, parce qu'il faut savoir que c'est des dossiers extrêmement complexes. C'est-à-dire, il faut aller, si vous voulez aller lire des détails, il faut aller lire tous les comptes rendus de tous les conseils d'administration, il faut connaître toutes les structures de comment fonctionne l'établissement, etc. Et évidemment, on peut pas attendre que chacune des personnes qui soutient la mobilisation connaissent l'ensemble des détails. Et c'est pas une raison pour ne pas se mobiliser, puisque les gens prennent position sur un milliard de sujets sans non plus connaître tous les tenants et aboutissants. Mais le fait de se dire que je me rends compte qu'il y a un mouvement large et en plus qui n'est pas spécifique à cet endroit-là, qui se base sur ces questions-là, c'est que c'est aussi une forme de lutte qui est légitime, et par conséquent, je vais être plus enclin à m'y intéresser et à participer à cette chose-là, parce qu'à un moment, il faut aussi être réaliste et savoir que l'ensemble des gens qui participent à une mobilisation, ils sont pas tous là parce qu'ils ont lu 100% de la documentation et qui connaissent le sujet sur le bout des doigts. Et c'est pas grave, c'est comme ça c'est tant mieux même. Et puis, moi, je voulais revenir aussi sur une question qui, en tout cas, nous, qui revient très souvent, en tout cas à l'école polytechnique, et j'imagine que c'est pareil ailleurs, c'est l'argument de l'image de l'établissement. C'est-à-dire que je vois que on n'est pas les seuls dans ce cas. C'est que, en particulier, on disait effectivement un instrument utile, souvent, c'est d'aller dans la presse, utiliser ça comme outil pour la mobilisation. Il faut bien comprendre que déjà, la première chose, c'est que quand on va révéler des informations par voie de presse, c'est pas juste parce que ça nous fait plaisir. C'est parce que il y a eu une rupture des négociations ou absence de négociations en interne, que les organes de discussion interne ne fonctionnent pas pour transmettre les informations. Et par conséquent, effectivement, on trouve un autre moyen de les transmettre, et souvent, ça se retrouve dans les journaux. Et la deuxième chose, c'est que dans ces cas-là, l'argument qui est annoncé, effectivement, très souvent, c'est en fait, vous nuisez à l'image de l'établissement, vous montrez qu'il y a des dissensions en interne, vous donnez une image qui est fausse, alors que ça représente qu'une toute petite partie, il y a des gens qui vont plus vouloir venir chez nous, etc. Et je pense que cet argument, il faut vraiment le renverser. La première chose, c'est que quand les gens parlent de l'image de l'établissement, en fait, ils projettent une image de l'établissement qui est absolument pas la même que nous. Et donc, c'est une bataille culturelle sur l'image qu'on projette d'un établissement. Et nous, à l'inverse, on a très bien pu remarquer sur ce sujet-là ou sur d'autres, des gens qui disent, en fait, je suis heureux de rejoindre une école où je sais qu'il y a des gens qui sont conscients des enjeux actuels et qui se battent pour. Et en fait, c'est un très bon signe de vitalité de la vie étudiante, de la démocratie interne, de voir que le sujet, il est pris à bras le corps, parce que personne n'est naïf. C'est-à-dire que les mêmes questions se posent dans l'ensemble des établissements. Tous les établissements sont concernés par ce type de questions, de financement du privé, etc. Maintenant, il y a ceux où ça se négocie tranquillement et sans faire de vagues. Et puis, il y a ceux où il y a des gens qui se sont saisis du problème et qui font attention et qui, du coup, vont faire qu'à moyen terme, ça va apporter un changement assez vertueux.
Donc vraiment, les arguments sur l'image de l'établissement, ils sont à double tranchant. Il faut vraiment pas hésiter à les retourner. Et c'est même en fait pour ces raisons-là qu'on se bat aussi. Juste pour ajouter un petit point sur ce que Mathieu vient de dire, je pense que cet argument de l'image est vraiment important parce que c'est vrai que ça fait aussi un peu peur aux étudiants et étudiantes de s'engager pour ce type de cause. Mais en fait, nos universités donnent en réalité beaucoup plus en termes d'image qu'ils ne reçoivent de manière financière parce que elles contribuent, même sans le vouloir, à banaliser les pollutions, le danger pour la santé publique qu'elles entraînent, les violations de droits humains. Du coup, comme ces activités sont inadmissibles, il est aussi inadmissible d'en profiter finalement. Eh bien, nous arrivons au bout de cette table ronde. Et pour finir, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ou un mot de la fin, l'un de vous, avant de se quitter? Non. Très bien, très bien. Eh bien, moi, je vais avoir un petit mot de la fin. Donc, je tenais à remercier déjà vous trois de vous être rendus disponibles pour cette table ronde. C'est super important de continuer à parler de ces sujets. Et c'est super important qu'on puisse le faire ensemble en échangeant parce qu'en plus, ça permet aussi de pouvoir rapprocher des luttes comme ce qu'on est en train de... Enfin, le dernier sujet qu'on a abordé. Je tenais aussi à remercier la base pour nous avoir permis de faire cette table ronde et les Amis de la Terre et Greenpeace qui co-organisent. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Je prends la parole pour juste une dernière petite conclusion. Pour dire merci à Mathilde, Élise, Mathieu et Delia d'être venus nous parler de ce sujet des enjeux concernant les partenariats entre multinationales et écoles de l'enseignement supérieur. Merci à Lucas et Louise qui étaient à la réalisation pour l'événement de ce soir. Merci à PJ pour la communication. Sachez que ce live reste visionnable sur notre page Facebook et sur les pages Facebook des partenaires de l'événement. Donc n'hésitez pas à le partager et à participer à Prix Libre si ce n'est pas déjà fait sur le site labase.paris/don. Et je vous donne un rendez-vous à la base virtuelle et physique, mais aussi virtuelle mardi 9 juin, mardi prochain, à 18h30 pour un événement intitulé Féminisme et monde d'après, animé par le mouvement Utopia. Voilà, merci à tout le monde et à bientôt.